Bonjour Mathieu Grégoire. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Mathieu, tu es sociologue, tu enseignes à Paris 10 Nanterre. Tu es aussi chercheur associé au Centre d'études de l'emploi. Tes travaux portent principalement sur l'histoire des luttes salariales, le syndicalisme, sur les questions de précarité, d'intermittence du spectacle et aussi d'assurance chômage. On t'avait reçu il y a quelques temps déjà dans la Midinale. Mais là, c'est pour une autre affaire qu'on te reçoit. Le gouvernement vient de passer en force, en tout cas, il a décidé de passer en force sur l'assurance chômage, de s'asseoir sur la décision du Conseil d'État qui avait suspendu la réforme. On va y revenir évidemment en profondeur, mais d'abord, un mot sur les chiffres du chômage, parce que le gouvernement se vante des plutôt bons résultats de ces chiffres. On parle de secteurs entiers qui seraient même en tension. Comment est-ce que tu expliques cette situation dans un contexte précisément de crise où on parle justement d'un possible effondrement des entreprises et donc des licenciements à venir? La première chose, c'est que les chiffres du chômage ne sont pas si bons que ce que dit la ministre. Donc, on pourra discuter de savoir est-ce que c'est vraiment la question qu'on doit se poser d'abord pour savoir s'il faut faire une réforme structurelle ou pas du chômage. Et voilà. Mais bon, si on regarde simplement, effectivement, si on commente les chiffres du chômage, ce que la ministre met en avant, c'est une baisse de 267 000 personnes en catégorie A, c'est-à-dire des gens qui sont sans activité entre le mois de mai et le mois de juillet. Donc, on est vraiment sur trois mois. C'est vraiment très faible. Voilà. Simplement, pendant ce temps-là, si on prend l'ensemble des catégories, le nombre de demandeurs d'emploi n'a pas évolué d'un iota. Ça veut dire que dans toutes les autres catégories, en gros, il y a un jeu de vase communicant. Et ce jeu de vase communicant, c'est simple, c'est qu'on a baissé du coup le nombre de catégories A, ceux qui sont sans activité, et il y a deux autres typologies de demandeurs d'emploi qui augmentent. D'abord, c'est les catégories D. Alors, les catégories D, c'est les gens qui sont en général en formation. Et là, c'est un classique des années préélectorales. Il y a des grands plans de formation, etc. Donc, on sort des champs du il y avait chômage. déjà eu la même chose sous Hollande. Il y a eu le grand plan de formation de Hollande qui est arrivé en 2016, un an avant les élections présidentielles. Donc là, on assiste un petit peu à la même chose. Il y a 70 000 personnes qui basculent en 3 mois dans la catégorie D. Et a priori, c'est plutôt des gens… Alors, soit il y a des malades aussi, il peut y avoir d'autres phénomènes, mais globalement, c'est souvent des gens qui sont en formation. Et l'autre catégorie qui augmente énormément, c'est les catégories B et C, c'est-à-dire précisément ces intermittents de l'emploi, les gens qui travaillent, qui ont travaillé dans le mois, et là, c'est plus 150 000. Et quand on additionne tout ça, eh ben, on retrouve un chiffre nul, c'est-à-dire qu'au final, la ministre se félicite, et c'est un petit peu étrange parce qu'elle se félicite du coup qu'il y ait une baisse de ceux qui ne travaillent pas du tout, mais en même temps, il y a une hausse de ceux qui sont les futures victimes finalement de la réforme. Plus ceux qu'on a cachés sous le tapis en catégorie D. Enfin voilà. Donc du coup, ces chiffres du chômage, on peut les discuter, mais manifestement, ils ne sont pas aussi simples que ce que veut bien dire la ministre. Il y a récemment, c'était il y a 2 semaines, je crois, on a parlé d'un chiffre dans les médias, c'était 1 million d'emplois qui étaient non pourvus et qui étaient présents sur le site de Pôle emploi, dont près de la moitié en CDI. Or, ça, enfin, on est toujours à 8% environ de chômage. Où est le problème? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce que ça veut dire quant à le caractère structurel en fait, du chômage en France? Non, mais je pense que là, on vit dans une période extrêmement compliquée dans laquelle on a aussi beaucoup d'effets de rattrapage. C'est-à-dire, par exemple, les embauches il y a un niveau d'embauche record, d'accord, mais il y a aussi un niveau de licenciement, de débauche, de fin de contrat aussi record. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde a attendu, en gros, que la crise sanitaire passe pour prendre des décisions. Les gens sont restés dans l'emploi, les décisions de licenciement n'ont pas eu lieu parce qu'il y avait du chômage partiel, etc. Et de même, les entreprises n'ont pas décidé de partir, de faire commencer les CDI en plein milieu d'un confinement ou d'une crise sanitaire. Donc, on a cet effet-là aujourd'hui sur les flux qui fait qu'on a beaucoup de mouvements. Mais ça va dans les deux sens et ça veut pas dire qu'à la fin des fins, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et après, il y a l'autre problème, mais qui est récurrent, c'est celui des emplois non pourvus, des annonces non pourvues, etc. Bon, ça, c'est un grand classique. Je crois me rappeler que Madame El Khomri avait sorti ça à la télé aussi. Il y avait à l'époque, c'était en 2015, en 2016, il y avait 400 000 emplois non pourvus, etc. Bon, c'est un grand classique. Les emplois non pourvus, en réalité, il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a les emplois vacants
qui sont toujours là. Si je mets une annonce aujourd'hui en ligne, elle sera considérée comme emploi vacant. Il faut le temps que l'emploi soit pourvu. Et puis, il y a les emplois non pourvus, c'est-à-dire ceux qui, à la fin des fins, sont retirés sans qu'il y ait personne qui ait pris l'emploi. Et très souvent, c'est pas faute de candidats, c'est-à-dire c'est les entreprises aussi, pour une bonne partie, qui vont retirer leur annonce parce que finalement elles renoncent à l'emploi, etc. Et ces chiffres sont toujours très importants, ils viennent toujours dans les mêmes secteurs, et c'est une ritournelle qu'on entend politiquement revenir avec, dès qu'il y a on veut taper un peu sur les chômeurs, on explique que les choses sont simples. Mais de toute façon, les chiffres sont sans commune mesure avec le nombre de chômeurs, etc. Donc, tout ça est très médiatique et n'a pas beaucoup de sens, je pense, d'un point de vue d'analyse du marché du travail. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, à la fois d'ailleurs le discours du gouvernement sur la nécessité d'une réforme du chômage, et Pablo avait un peu posé la question, mais d'une manière plus structurelle, est-ce qu'une réforme du chômage, différente bien sûr, serait nécessaire aujourd'hui? Une réforme de l'assurance chômage. Ouais. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on veuille réformer l'assurance chômage? Évidemment qu'on pourrait la réformer de façon beaucoup plus progressiste. Là, l'idée, c'est simplement d'essayer de faire des choses qui d'ailleurs ne correspondaient pas au programme Macron. C'est-à-dire que le programme Macron, c'était on va faire la flexi-sécurité, on va faire le modèle danois, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une indemnisation chômage très généreuse pour que les salariés puissent aller et venir sur le marché du travail de façon assez sécure, etc. Là, on fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est revenu à vraiment une politique extrêmement simple, qui est de dire, au fond, il faut diminuer les droits des salariés à l'emploi les plus flexibles. Donc, c'est vraiment le truc le plus basique en disant, ça c'était le premier argument, c'était de dire on va encourager les salariés à réclamer un CDI à leur futur employeur. Les employeurs proposent des salariés, des contrats précaires, etc. Renforçons, il faut me suivre parce que c'est très compliqué comme raisonnement, hein. Renforçons le pouvoir de négociation de la partie salariée en lui sucrant son indemnité chômage. C'est ce que dit le gouvernement. C'est très fort. C'est-à-dire que vous imaginez, on voit très bien, vous gagnez au loto, admettons, demain, vous allez voir votre employeur et là, il va vous faire tout ce qu'il veut parce qu'évidemment, vous êtes c'est absurde. C'est absurde. C'est-à-dire que, évidemment, ça, c'est un gros problème du gouvernement, c'est qu'il dit très souvent l'inverse de ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait réellement, c'est qu'il diminue le pouvoir de négociation de ses salariés, pour qu'un salarié aux abois, un chômeur aux abois, accepte tout et n'importe quoi. Et au fond, c'est ça la réalité du raisonnement du gouvernement. Mais il y a beaucoup de lapsus dans ce dossier, il y a beaucoup de non-dits. Et évidemment, ces non-dits sont faits pour la population, pour la communication politique, etc. Mais le problème, c'est qu'ils gardent les mêmes argumentations au Conseil d'État. Et là, au Conseil d'État, la juge leur dit, écoutez, c'est absurde. C'est ça que ça veut dire. Enfin, le jugement, quand la juge a dit qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation, c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire votre raisonnement ne tient pas la route. Les gens, dans la conjoncture actuelle, ne peuvent pas réclamer un CDI à leur futur employeur. Alors justement, tu parles de ce qu'ont estimé les juges du Conseil d'État. Tu parles de la conjoncture actuelle, mais qui était celle du mois de juillet, je crois. Aujourd'hui, le gouvernement en fait estime que finalement la conjoncture a changé économique, et que comme il y a une croissance attendue qui est maintenant de 6%, que le taux de chômage retrouve plus ou moins ses niveaux d'avant-crise. Là, je cite les arguments d'Elisabeth Borne, hein, que c'est légitime en fait de remettre cette réforme de l'assurance chômage sur le tapis. Est-ce qu'il a raison de raisonner sur la base de ces prévisions? Il joue sa partie. C'est une partie qui est assez étonnante, hein, parce que normalement, quand vous avez un décret qui est suspendu par le Conseil d'État, vous attendez en référé, donc en urgence. L'idée, c'est bien d'attendre ensuite que le Conseil d'État se prononce sur le fond. Et là, ils ne veulent pas attendre. Voilà. Alors, ceci étant, il y a quelque chose qui n'est pas dit par le gouvernement et qui est peu dit dans les médias,
c'est qu'en fait, il y a deux questions qui sont posées par la juge. C'est pas juste est-ce que la conjoncture s'améliore, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, etc. On a déjà discuté, on a déjà vu que c'était un peu compliqué de dire que ça s'améliorait. C'est pas ça qu'a dit la juge. La juge, elle a dit je suis certaine que dans la conjoncture actuelle, votre raisonnement est faux. C'est-à-dire les moyens que vous mettez pour atteindre vos fins sont faux. Donc la question, c'est dans quelle conjoncture, dans quelles circonstances on pourrait se trouver dans la situation dans laquelle un chômeur est en mesure de choisir et de dire à son employeur, écoutez, je préférerais que vous me donniez un CDI. Et que l'employeur dise, ah bon, d'accord, je vous donne un CDI. C'est ça que dit la juge. Elle dit, je suis certaine qu'au 1er juillet, ce que vous racontez est une fable. Donc il y a deux problèmes. Il y a, est-ce que la conjoncture change et est-ce que le raisonnement, désormais, tient. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui bouge du côté du gouvernement, c'est que le raisonnement un peu tordu qui était porté jusqu'alors est en train de bouger un peu. Alors c'est très visible parce que la ministre, elle a des éléments de langage qu'elle ne fait que répéter. C'est-à-dire qu'elle tourne en boucle sur tous les plateaux, elle répète exactement la même chose. Donc quand elle change, ça se voit. Et là, ça a changé un petit peu l'autre jour au cas de vérité. Elle a arrêté de dire on va encourager l'emploi stable, on va demander aux salariés de réclamer un emploi stable. Elle a commencé à dire il faut travailler plus, que ceux qui peuvent travailler plus doivent travailler plus. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut vouloir dire prenez plus d'emplois précaires. Dès qu'il y a un emploi précaire, dès qu'il y a un emploi minable, prenez-le. Vous n'avez pas le choix. Et ma cohérence, c'est de vous mettre aux abois pour que vous soyez dans la situation d'accepter tout et n'importe quoi. Et ça, d'une certaine manière, on peut penser ce qu'on veut moralement, politiquement du raisonnement, mais c'est plus cohérent. Et donc, ils sont en train de changer aussi sur ce plan-là, qui est celui du raisonnement qui va être présenté aux juges. Et on espère que ce sera aussi présenté aux Français pour dire c'est ça la vraie logique de la réforme de l'assurance chômage. Alors justement, tu viens de parler, de pointer du doigt un des arguments de ce gouvernement, c'est retour à l'emploi coûte que coûte presque. C'est prenez les emplois qui viennent, quelles que soient finalement vos compétences, vos qualités, vos diplômes, etc. Il y a beaucoup de préjugés qui concernent l'assurance chômage. Tu avais d'ailleurs publié une tribune, toi, dans Le Monde en mai dernier pour contester les arguments de certains économistes qui soutenaient cette réforme. Et parmi ces préjugés, sans doute le premier d'ailleurs, qui est utilisé pour justifier cette réforme, c'est que le chômage n'incite pas à la reprise du travail. Qu'est-ce qu'on sait de cette idée reçue ? L'indemnisation du chômage n'incite pas. Oui. Ce qu'on sait, c'est que à la fois, ce qu'on sait, c'est qu'on voit bien que les salariés ne sont pas dans l'optimisation. C'est-à-dire que c'est plutôt ça qui est dit. C'est-à-dire que ils sont en train d'optimiser et d'essayer de gagner plus en étant au chômage, en faisant un calcul savant pour travailler juste assez, pour ne pas travailler trop, mais gagner. Enfin bon, c'est un raisonnement qui est quand même que personne n'a d'ailleurs vraiment compris. C'est-à-dire que quand on leur demande mais quelles sont les situations dans lesquelles un chômeur peut gagner plus qu'en travaillant, en fait, il n'y en a pas. Parce que, a priori, à part cas très particulier de temps très partiel, c'est-à-dire des gens qui travaillent 2 heures dans la journée, ce genre de choses où il vaut mieux pas travailler 2 heures dans la journée en fait. C'est vraiment un mauvais plan parce que ça vous diminue à mort vos trucs. Ça, les chômeurs ont souvent compris que c'était un mauvais plan. Et encore, ils ne le comprennent pas tous. Mais donc, on a des situations dramatiques comme ça de gens qui ont aujourd'hui 5 euros, 6 euros d'allocation journalière parce que pendant le confinement, ils ne voulaient plus rester avec leur mari ou machin. Ils sont allés travailler. Il y a des cas comme ça précis. Hein. Une dame qui en gros, ne voulait pas rester chez elle, quelqu'un qui d'habitude gagnait beaucoup d'argent, qui était dans un secteur qui était totalement à l'arrêt, qui a décidé d'aller à la cantine entre midi et 2. Donc, elle a gagné 15 euros, 20 euros par jour. Et quand elle est retournée à Pôle emploi, on lui dit on va calculer votre allocation. Et c'était 5 euros. Et donc voilà. Donc elle avait fait un calcul complet. Enfin, elle n'avait pas fait de calcul. Elle s'est retrouvée le bec dans l'eau parce qu'elle n'avait pas calculé. Bon, donc ça c'est la première chose, c'est que les chômeurs ne calculent pas. En revanche, évidemment, quand les chômeurs seront aux abois, ils accepteront tout et n'importe quoi. Donc effectivement, on peut dire que dans certaines circonstances, on peut faire en sorte que l'indemnisation chômage joue un rôle sur la reprise d'emploi. On peut le dire. Après, il faut savoir quel prix on veut mettre, quel emploi on propose en face.
On a une dernière question, Mathieu. L'adoption n'est pas encore de la loi, n'est pas encore passée parce qu'il reste encore la possibilité d'un recours. Les syndicats sont unanimes, CFDT comprise, et ont jusqu'à demain pour attaquer. À quoi joue Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il joue sur cette réforme? Pourquoi est-ce qu'il veut passer en force, selon toi, là, maintenant, tout de suite? D'abord, juste une petite correction. En fait, là, il n'y a pas de décret pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un projet de décret et le décret va être posé au journal officiel la veille ou l'avant-veille du 1er octobre et il restera 24 heures aux syndicats pour faire un recours. Donc, pour l'instant, les syndicats ne peuvent pas faire de recours techniquement parce qu'il n'y a pas de décret. Il y a juste un projet qui a été déposé pour consultation, etc. Et donc, ça va se jouer dans un temps extrêmement réduit. Alors, bon, qu'est-ce qui se joue? Ben, c'est clair que c'est pas. Enfin, la première chose, c'est que c'est absolument incroyable de penser que l'avenir d'une réforme aussi importante, l'avenir des chômeurs, l'avenir de tous ces salariés dépend de l'évolution de la mesure, de la conjoncture sur 3 mois. Enfin, il y a quelque chose qui est assez déroutant, et c'est pourtant ça que veut jouer le gouvernement. Alors, en fait, pourquoi il joue à ce jeu-là? Bah, parce que au fond, on sait que voilà, on est à 9 mois d'une élection présidentielle, que là, dans les derniers mois, on voit bien que dès que l'assurance chômage vacille, on parle de réformer les retraites. Dès que ça va mieux sur l'assurance chômage, on dit oh, les retraites, on verra peut-être. Bon, bref, c'est une équipe de campagne en réalité qui est en train d'avoir recours au Conseil d'État, qui revient vers le Conseil d'État un peu en panique, parce qu'il leur faut absolument un bilan, qu'ils veulent éviter le procès en incompétence qui leur sera nécessairement fait au moment de la campagne, et que là, le temps est très réduit, parce qu'effectivement, il ne reste pas longtemps. Et puis, on sait aussi autre chose, c'est que le Conseil d'État n'aime pas intervenir pendant les campagnes électorales. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que le jugement aura lieu sur le fond. C'est-à-dire que soit c'est avant décembre et encore, on est déjà dans la campagne électorale, ça pose déjà plein de problèmes pour le Conseil d'État, soit on renvoie au calendrier grec. La dernière fois, ça avait duré 1 an, hein, le jugement sur le fond. Et donc, on passe à après les élections législatives. Et là, ça fait quand même très loin. Donc voilà, je pense qu'il y a un gouvernement qui, politiquement, a absolument besoin, enfin, c'est pas le gouvernement d'ailleurs, c'est l'équipe de campagne là, qui a besoin absolument d'un bilan, et donc on passe en force avec des arguments qui sont totalement fragiles, extrêmement fragiles, parce qu'on parle de prévisions. Les prévisions étaient soi-disant déjà bonnes en juin, bon, elles sont toujours bonnes maintenant. Tout ça est un petit peu, voilà. Tout ça est un petit peu là, absurde. juste, je me permets d'ajouter une petite question à celle de Pablo qui met en scène là évidemment les syndicats, parce que les syndicats sont vent debout contre ce passage en force, mais quid des politiques de l'opposition, notamment parlementaires, ils jouent un rôle. On n'a pas le sentiment que ce soit vraiment un sujet. Alors évidemment, ils dénoncent la réforme, mais est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là maintenant justement sur cette réforme aux côtés des syndicats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait avoir lieu? Bah, ce serait souhaitable. Alors, les différentes oppositions sont quand même pas mal mobilisées. Surtout la partie gauche de l'opposition s'est mobilisée dans les différents camps, hein, que ce soit Parti socialiste, Verts, LFI, Parti communiste. Tous ont dénoncé la réforme, ce qui n'est pas non plus très compliqué, hein. Je veux dire, c'est tellement une réforme régressive que voilà. La droite aussi a un petit peu critiqué, alors notamment sur la mise en cause du paritarisme, c'est-à-dire le fait que ce soit uniquement le gouvernement qui décide absolument de tout de manière violente. Voilà, c'est quelque chose qui ne plaît pas à une droite gaulliste, sociale, voilà. Donc il y a ce genre de choses. Effectivement, ce serait bien que là, désormais, les différents parlementaires se mobilisent à nouveau sur cette question-là. Alors, il y a une lassitude, hein, parce que ça fait quand même depuis 2018 que cette affaire laborieuse est en cours. Et donc, les arguments sont répétés inlassablement, mais c'est toujours un peu la même chose. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme de lassitude du débat, parce que le débat, on l'a eu en 2018, on l'a eu en 2019, on l'a eu en 2020, en 2021. Bon, voilà. C'est pas un sujet aussi important que les retraites politiquement, et il y a une lassitude vis-à-vis du sujet. Merci beaucoup. Mathieu. Merci à vous.